Esprit libre, esprit curieux, esprit bavard, esprit vagabond, bien le bonsoir. Quel plaisir de venir vous retrouver comme chaque dimanche soir, ici en direct du Studio 1, qui vous ouvre grand de ses portes pour une nouvelle soirée de débat, qui va s'intéresser ce soir et cependant pratiquement 1h10 sur une manifestation qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières 48 heures. C'est la réunion internationale d'experts entièrement consacrée à la valorisation, à la revalorisation et à la, quoi encore, à la revitalisation de la vieille cité d'Alger. La Casbah, entre réalisation d'hier et perspectives futures, nous en parlerons tout au long de l'émission de ce soir. Questions, réactions, vous le savez bien sûr, comme l'habitude est une seconde nature, donc tout naturellement, vous pouvez poser vos questions, vos réactions, vos suggestions et vos remarques sur notre adresse cultureclub@untv.dz. Et pour cet autre débat culturel de ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous pour la première fois Nassim Barli. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes architecte, urbaniste, jaloux de votre patrimoine. Jessel Zahir va certainement nous réunir parce que c'est un grand projet qui, d'après certains, va résoudre énormément de problèmes dans cette ville baignée de lumière qui n'est autre qu'Alger Centre concernant la circulation et tant d'autres problèmes sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard. Merci d'être avec nous, Nassim Barli. D'autres sons, d'autres discours concernant cette vieille cité qui se meurt. Nous allons entendre cette fois-ci et écouter avec énormément d'intérêt Safar Zaytoun Madani. Bonsoir. Vous êtes sociologue urbain. Quand je vous vois, cela me renvoie à mes premières aventures ici à la télévision, à Canal Algérie, parce que j'ai eu du plaisir à partager avec vous des aventures concernant l'urbanisme, l'architecture et particulièrement à travers un ouvrage qui est une véritable référence pour le grand curieux que je suis, c'est Lumière sur Alger avec un S. S'il vous plaît, merci encore une fois d'accepter notre invitation, Madani Safar Zaytoun. Troisième invité pour le débat de ce soir n'est autre que Walid Benatia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte du patrimoine, diplômé du Centre des hautes études de l'école de Chaillot. Vous êtes architecte qualifié des monuments et sites protégés. Nous allons revenir avec vous sur justement sur votre regard et vos critiques, entre autres, sur l'organisation de ces journées internationales sur l'architecture. Est-ce qu'ils ont réellement apporté quelque chose au-delà des textes, au-delà des recommandations, au-delà des lois? Qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui? Merci d'être avec nous, Walid Benatia. Quatrième invité de ce soir, c'est un habitué des plateaux, particulièrement quand il est question de patrimoine. Vous l'aurez certainement remarqué, nous, le patrimoine, nous en parlons tout au long de l'année, pas seulement du 18 avril au 18 mai. Lui, c'est le directeur de l'Office de gestion et d'exploitation des biens protégés. Abdelwahab Zegar, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Abdelwahab Zegar, un grand passionné, encore une fois. Et puis, cinquième et dernier invité, donc le chiffre 5 va certainement conjurer le mauvais sort pour donner ou donner un second souffle à cette vieille Casbah qui se meurt au quotidien. Eh bien, lui n'est autre que l'Arbi Marhoum. Bonsoir. Bonsoir. Architecte, urbaniste, vous avez reçu des prix d'architecture. On va en citer quelques-uns. En 99, en 2004 et en 2012. Merci d'être avec nous encore une fois, l'Arbi Marhoum. La Casbah, entre réalisation d'hier et futurs projets et perspectives, il en sera question. N'oubliez pas cultureclub@untv.dz. Alors, pour rentrer directement dans le vif des sujets, messieurs, donc on le disait, cette réunion internationale d'experts sur la conservation et la réhabilitation et la revitalisation de la Casbah a eu lieu il y a seulement quelques jours. On va parler de recommandations mais également d'objectifs. Mais qu'est-ce qu'elle a réellement apporté de plus? Depuis une vingtaine d'années que nous parlons donc justement de cette vieille cité qui se meurt, qui est complètement déconnectée d'Alger. Nassim Barli. D'abord, merci pour l'invitation. Donc, pour revenir à cette réunion sur la Casbah, dont on a fait part un certain nombre d'architectes et d'urbanistes, de restaurateurs et de renommée internationale. Absolument, et surtout des gens de la société civile, donc les associations, etc. Moi, j'ai retenu un point au moment des recommandations qui ont été donc lues à la fin de cette rencontre, c'est d'insuffler une vision pour cette Casbah. Donc nous sommes, à mon avis, peut-être dans un tournant
par rapport à donc, tout ce qui a été fait pour la Casbah jusqu'à présent, dans la mesure où on parle maintenant de vision et on parle d'inscrire cette Casbah dans le Alger du futur, pas uniquement la Casbah d'Alger, mais à mon avis, tous les centres historiques à travers le monde, et notamment les exemples qui ont été montrés pendant cette conférence. Mais tous ces discours-là, toutes ces lois, toutes ces recommandations, donc justement, je le disais au sommaire de l'émission, nous en parlons depuis aujourd'hui au moins une trentaine d'années. On a très souvent parlé de plans de sauvegarde de la Casbah, mais jamais de projet d'avenir. Madani Safa El Zeitoun. Si, il y a quand même le plan stratégique d'aménagement de la ville d'Alger qui contient dans un de ses volets le traitement de la Casbah, c'est-à-dire ça n'a pas été occulté. Mais allons au-delà du texte, parlons oui, justement au-delà du texte. Alors, au-delà du texte. Alors le problème de la Casbah, le problème fondamental, c'est le rapport que les Algérois ont avec cette entité. Ou les Algériens aujourd'hui. Les Algériens aujourd'hui, ils sont d'Alger aussi. Alors est-ce que, si vous voulez, est-ce que la Casbah est un élément qui les interpelle, grosso modo? Je ne parle pas des habitants eux-mêmes, je parle des Algérois qui habitent Alger. Est-ce que c'est quelque chose qui fait sens chez les Algérois ordinaires qui vivent dans la ville d'Alger? Et il semble qu'il y a depuis quand même une trentaine d'années une sorte disons, de délaissement. On est dans ce qu'on peut appeler les rapports passionnels. Passionnels, c'est-à-dire qu'on n'a plus, il n'y a plus de désir de Casbah. Voilà, il n'y a plus de désir de Casbah. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui d'un véritable projet d'avenir. Oui. Que va-t-on faire de la Casbah, ou que veut-on faire de la Casbah dans les 5 ou dans les 10 ans prochains, justement, les prochaines années, Safa El Zeitoun, vous en tant que sociologue urbain, qu'est-ce qu'on veut faire de cette Casbah, qui revient toujours et encore au devant de la scène dès qu'il est question de patrimoine? Alors, la Casbah, ce n'est pas uniquement des murs, ce n'est pas des maisons, c'est des gens qui y vivent et qui sont structurés d'une certaine manière dans cette grande ville qu'on appelle Alger. La question fondamentale, c'est comment ne plus faire de la Casbah une marge, parce que c'est effectivement une marge, c'est quelque chose qui fonctionne de manière un peu marginale par rapport à ce corps social complexe qui est la ville d'Alger. On a l'impression qu'il y a une forme de déconnexion entre la vieille cité et Alger. Il y a la forme d'habitat qui joue, parce que quand même, la voiture, il n'y a pas accès. C'est une ville qui a son tissu urbain particulier, qu'on accède de manière piétonne. Elle est très peu, comment dire, connectée à son environnement. Et donc, c'est cette situation, si vous voulez, qui fait que la Casbah réunit en son sein des populations qui elles-mêmes ne sont pas tellement connectées à la vie, à l'ensemble de l'agglomération d'Alger. Elle est en dehors des circuits de mobilité, elle est en dehors des circuits économiques, c'est une sorte de réceptacle où les gens, il y a des gens qui résident là parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ce sont des populations qui sont généralement démunies parce que la Casbah s'est vidée de ses populations originelles. Elle s'est surdensifiée, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur de la ville d'Alger qui occupent la Casbah. Et c'est une sorte de dortoir qui est au centre-ville d'Alger et un dortoir qui est très mal entretenu en plus. Ces gens qui y habitent, ils sont là, il y a des stratégies une des stratégies qui est connue de tout le monde, c'est une transition vers le logement social. On est dans la Casbah parce qu'il y a eu à chaque fois des opérations de relogement. On vide la Casbah d'une partie de sa population. Il y a d'autres gens qui viennent et qui sont... Moi, j'ai l'impression d'entendre un discours complètement fusilisé, qui date de moins, encore je le disais, d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. Cette cité transitoire, impossible aujourd'hui de déloger les populations. Il y a des problèmes d'héritiers. Mais aujourd'hui, c'est une cité qui se meurt au quotidien, si tant est qu'elle ne soit pas déjà morte. Non, elle n'est pas morte, elle est toujours vivante. Elle est bien vivante, on le voit. Alors qu'il y a des pans de cette mémoire qui tombent au quotidien, des rues qui ont été complètement effacées et de la mémoire collective et des plans de sauvegarde. On va revenir à vous dans quelques instants. Donc la Casbah d'Alger, entre réalisation d'hier et perspective, cultureclub@1tv.dz. J'ai bien envie de vous entendre, justement. Je le rappelle, Walid Benatia, architecte du patrimoine, diplômé du Centre des hautes études de l'école de Chaillot.
J'aimerais bien que vous entendre parler de cette évolution, de la situation actuelle. Si vous deviez du moins évoluer la situation actuelle de la Casbah en 2018, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? En 2018, aujourd'hui, le constat peut être posé. Il a été posé pendant toutes ces journées. Pendant ces 3 décennies, vous voulez dire, hein ? Ces 3 dernières journées lors du colloque et les deux journées du débat. Je suis complètement novice par rapport à la question de la Casbah. Je suis en Algérie à peine depuis quelques mois. J'approche le sujet. Vous êtes qualifié des monuments et des sites protégés aussi. Depuis une petite donc semaine. Vous êtes bien placé pour... Depuis une petite semaine. Ouais. Et la Casbah, aujourd'hui, on peut tirer des conclusions. Du travail a été fait. L'Algérie est un pays très jeune en termes de pratiques de patrimoine. On est actuellement même pas doté d'une école qui forme des architectes de patrimoine opérationnel, mais on a sur le terrain des architectes qualifiés qui sont en train de mener un travail. On a un plan de sauvegarde qui est actuellement le seul plan de sauvegarde dans le nord de la Méditerranée. C'est un plan de sauvegarde permanent. Hein. Permanent qui est approuvé. Donc on a l'outil pour pouvoir faire le travail. Aujourd'hui, il faut projeter tout ça dans un opérationnel. Il y a des méthodes scientifiques pour pouvoir le mener. On a une expertise sur le terrain. On a des architectes et des urbanistes algériens avec lesquels aujourd'hui il faut ouvrir le débat parce que intervenir sur la Casbah, ce n'est pas qu'une question d'architecte, des sites et des monuments, c'est une question aussi d'urbanistes et c'est une question d'architectes aujourd'hui non qualifiés, d'architectes contemporains qui vont venir exercer leur métier aux côtés de tous ces architectes qualifiés avec lesquels la Casbah doit évoluer, la Casbah doit s'inscrire dans son temps et c'est très bien d'ouvrir le débat sur tout ça. Votre regard sur son devenir dans 5 ans ou 10 ans, Walid Benatia? C'est la mise en place d'un schéma directeur. Aujourd'hui, il faut aller vers l'opérationnel et qu'on mette en place un schéma directeur. Mais attendez, ce schéma directeur, il existe depuis je ne sais combien d'années, Abdelwahab Zeggar? Il parle de plan. Oui. Le plan existe, oui, depuis 2012, approuvé par le gouvernement. Vous étiez sur ce même plateau pour en parler. Le plan existe, non, il parle de l'opérationnel. C'est le mode opératoire plutôt, c'est le comment faire. Et de l'intersectorialité entre les différentes administrations qu'on a ou les entreprises qu'on a et mettre tout ça autour d'une table. Mais l'intersectorialité n'existe malheureusement pas aujourd'hui chez nous. C'est la raison pour laquelle, donc justement, la Casbah est dans cet état. N'est-ce pas, Abdelwahab Zeggar? Si je me trompe, vous me rectifiez. Il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Depuis début 2014, le Wali a mis en place une structure, puisque l'opération aujourd'hui, elle est chez lui. Depuis fin 2016, l'opération a été transférée à la wilaya d'Alger et je pense que c'est une très bonne chose parce qu'il préside un conseil exécutif de wilaya où siègent l'ensemble des directeurs de wilaya qui représentent tous les secteurs. Donc c'est une plateforme, c'est un début. Maintenant, c'est pas encore bien engrainé, pas bien huilé, c'est pas bien... Mais ça devrait fonctionner. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour que cela se fasse? Alors, il y a urgence. On a demandé justement... On a parlé d'un plan de sauvegarde permanent, mais il y a aujourd'hui urgence. Oui, il y a urgence. Nous avons mené des actions d'urgence. Vous le savez, durant le plan, il fallait arrêter l'hémorragie. Sinon, pendant le plan, pendant qu'on faisait le plan de 2007 à 2010, on a dû faire des actions un peu rocambolesques d'étayer, de stabiliser le tissu. Et sinon, vous revenez 4 ans après et vous ne retrouvez pas la même situation sur le terrain. C'est ce qui s'est passé dans les années 80, 90 et 2000. Ils ont fait des plans, il y a eu beaucoup de plans, tu as bien parlé de ça. Et ces plans, malheureusement, dès qu'ils sont achevés, et vous allez sur le terrain, les choses ont complètement changé. Cette fois-ci, on a changé de méthode. Durant le plan, on a fait des travaux d'urgence. C'est-à-dire plus de 700 maisons ont été stabilisées et protégées contre les eaux de pluie et les eaux montantes. Et donc 700, ça veut dire le tiers des maisons. C'est énorme. Et avec les personnes à l'intérieur. C'est-à-dire que vous travaillez et les gens sont dans la maison.
Suroccupés, ils sont là et vous êtes obligé de négocier aussi pour vider une pièce, pour faire entrer des madriers dans des chambres et tout ça. On a négocié, on a payé des chambres d'hôtel à des gens, on a fait ce qu'il fallait. Et parce que si on n'avait pas fait ça, vous revenez après l'approbation s'est faite dans un premier temps en 2011 par la PE et en 2012 par le gouvernement. Pourquoi le gouvernement? Parce que ça dépasse les 50 000 habitants. Il faut un décret exécutif. Il y a des enveloppes très importantes qui ont été allouées donc justement pour la restauration, la réhabilitation et la revitalisation de cette même Casbah qui a été classée patrimoine mondial par l'UNESCO en 92. Hein. C'est mes souvenirs moment. Que sont réellement, où ont été toutes ces enveloppes-là? Donc justement, Abdelouaheb Zeggar, j'imagine que ceux qui nous regardent doivent se poser ce genre de questions. Tu fais bien de parler de cette question. Oui. Une grosse partie d'argent, elle est entre moi et Louis. Voilà. On était en train de... Enfin, qu'on le sache une fois pour toutes. Oui. On ne s'est pas entendu sur le pourcentage et tout ça. Abdelouaheb Zeggar. Une enveloppe très importante. Non, c'est bien, parce qu'il y a des choses très dangereuses qui sont en train d'être écrites dans les journaux. Tout à fait. Et des gens qui n'ont rien à voir, qui ne connaissent pas du tout ce qui se passe dans l'opérationnel, finalement, rien n'a été dépensé. Ce qui a été dépensé... Mais c'est très grave, Abdelouaheb Zeggar. Oui, attends, j'arrive. Ce qui a été dépensé, c'est les travaux d'urgence. Travaux d'urgence, c'est 1,5 milliard de dinars. D'accord, depuis 2008. Ouais. Donc ça fait 9 ans. 9 ans, c'est rien. Sur 700 maisons, mettre 1,5 sur... L'enveloppe qui a été donnée, en fait, elle vient d'une estimation globale que j'ai faite moi-même. Et qui est valable pour 10-15 ans, plus même. Donc échelonné, 92 milliards de dinars sur l'ensemble des 15 ans ou peut-être 20 ans. Barcelone, c'est 20 ans. Et donc, on nous a accordé une première tranche, qui est de 24 milliards de dinars. Aujourd'hui, il reste dans les caisses toujours 22, 23 milliards, ils sont toujours là. Et on ne s'est pas entendu comment les dépenser. Voilà. C'est pour ça que je te dis, on les a partagés. J'ai bien envie d'entendre. Tu as bien fait de parler de ça, c'est très important. Il y a des gens qui annoncent dans des grands journaux, grands journaux de ce pays, super lus, que 92 milliards sont partis en fumée. C'est ce que je lisais dans la presse il y a seulement 48 heures, justement. Ouais. 92 milliards, d'abord, on ne peut même pas les dépenser. Mais attendez, il y a un architecte qui a participé donc justement à cette réunion internationale, un architecte allemand, qui disait en ces termes-là, on a déposé des projets de réhabilitation il y a une vingtaine d'années. Je reviens 20 ans après, la situation est pratiquement catastrophique. Avec ces mêmes enveloppes, nous avons reconstruit la ville de Nuremberg, par exemple. Et ça n'est malheureusement pas le cas pour l'Algérie. Qu'avez-vous à répondre à cela, Abdelouaheb Zeggar? Ce monsieur, cet Allemand... Un grand ami de l'Algérie. Oui, Gur, qui a fait des relevés de maisons en 1984. Ces relevés sont chez nous, ils sont dans les archives, ils sont classés, on les utilise, puisqu'on a besoin d'archives pour reconstruire certaines maisons qui sont tombées. Malheureusement, certaines d'entre elles sont tombées, celles qu'il a relevées. Mais il s'est arrêté là. Et il ne faut pas croire que ces Allemands en 84... Mais il a tracé les grandes lignes, justement, ce qu'on appelle par les lignes directrices, Abdelouaheb Zeggar. Il a fait des relevés de maisons. Oui. Je les ai tous, ils sont tous archivés. Et ils sont peut-être restés aussi dans les tiroirs, non? Non, ils sont on a numérisé tout ça. On a ramassé tous les archives, sauf ce que tu dois annoncer, c'est que les archives étaient éparpillées. D'ailleurs, c'est ce que l'UNESCO avait fait comme remarque, comme quoi vous êtes éparpillés en archives, vous êtes éparpillés en fonctionnement, vous êtes éparpillés en tout. La première chose qu'on a fait en 2011, on a ramassé tous les archives qui existaient partout. À la direction de culture, chez les associations. Mais entre-temps, des maisons tombées, entre-temps, des quartiers ont été... des ruelles ont complètement disparu. Non. Depuis 2008, je t'ai dit qu'on a arrêté l'hémorragie. Il n'y a pas eu de maisons tombées comme avant. Il n'y a pas eu beaucoup de... Moi, j'ai géré le plan. J'ai géré les travaux d'urgence. Il n'y a pas eu autant de maisons qui m'a bouclé. Donc, on a ramassé ces archives, entre autres les plans de M. Gour, qui se dit je suis un petit peu choqué par ce que je vois. En 84, il y avait des maisons tombées aussi. C'est-à-dire, sur un des journaux, ils ont montré une photo. La photo, elle date de 80. Mais nous vivons, entre autres, faut-il le rappeler à nos téléspectateurs, sur une zone à forte il est un peu déçu sismique assez qu'on n'ait pas avancé. Ouais.
C'est ça son problème. Exactement. Il est un peu déçu qu'on n'ait pas avancé, qu'on avait les moyens de le faire, etc., etc. Surtout que depuis 2013, depuis fin 2013, cette fameuse première enveloppe est arrivée. Donc exactement septembre 2013. 24 milliards de dinars. Il fallait décider qui devait la gérer. Donc elle a été finalement scindée 4-5 mois après en deux. Donc l'Agence nationale des secteurs sauvegardés, donc tu ne parles pas beaucoup de cette agence, elle est née en 2012, et elle est censée mettre en œuvre le plan. Donc c'est elle en fait, le moteur qui devrait... Ce fameux plan de sauvegarde permanent. Eh bien sûr, c'est elle qui devrait le mettre en œuvre, mais ils ne sont pas nombreux. C'est une jeune administration, elle n'a pas beaucoup de cadres, et donc... D'accord, mais est-ce que nous devons rentrer dans ce genre de considération à Ablo Habzegar? Je pense bien que non. Hein. Ok, mais ça a été remplacé. C'est-à-dire que le manque dont tu es en train de parler, c'est-à-dire l'agence, ça a été remplacé. C'est-à-dire que nous, Office national de gestion des biens culturels, c'est pas notre rôle de me faire de la maîtrise d'ouvrage ou alors la mise en œuvre du plan. Mais on l'a fait parce que l'agence n'était pas encore prête. Il y avait la direction de culture, nous, et donc on a reçu cet argent, 18,4 ont été adressés à l'Office et 5,6 milliards de dinars vers l'agence. Nous allons revenir à vous dans quelques instants, si vous le permettez. Pour ceux et celles qui viendraient tout juste de prendre nos émissions en cours, sachez qu'il est question de cette réunion internationale d'experts pour la conservation et la revitalisation de la vieille cité d'Alger, à savoir la Casbah. Nous allons y revenir dans une poignée de secondes à travers d'abord un sujet de Bouchra Bouali et juste après, bien sûr, retour à vos questions et à vos réactions sur cultureclub@entv.dz. A tout de suite, regardez. S'appuyer sur les expériences de certains pays en matière de conservation du patrimoine afin de conserver et revitaliser la Casbah d'Alger est l'objectif de cette réunion internationale d'experts qui se tient sous l'égide de l'UNESCO. Ce que nous voulons faire ici, c'est écouter et regarder et analyser des expériences internationales similaires à celles de la Casbah. Donc c'est international. Donc c'est la Havane à Cuba où il y a eu une revitalisation très réussie du centre historique. Des quartiers où il y avait par exemple à Rio de Janeiro ou à Turin de la criminalité ou autres et qui sont devenus des quartiers prospères avec leurs habitants d'origine qui sont toujours dedans. Donc voilà, nous espérons apprendre de ces expériences et de les utiliser conjointement avec les autorités algériennes pour faire un projet interinstitutionnel qui regroupe tous les ministères algériens concernés. On a tout intérêt à voir ce qui se fait ailleurs et comment les Casbahs, les centres historiques, en fait, ont été intégrés à la ville contemporaine. Je pense qu'il faut ajouter la contemporanéité à ce qu'il existe. Mais pour commencer la démarche de la contemporanéité, il faut comprendre, il faut lire ce que les bâtiments racontent, les bâtiments existants, c'est-à-dire son histoire, son caractère, son esprit. La réhabilitation du centre de Barcelone, une expérience que le directeur d'architecture urbaine et patrimoine de cette municipalité a tenu à partager avec les participants. C'était un centre très dégradé, un peu semblable à la Casbah d'Alger. Et on a fait une opération politique et économique très importante à mélanger l'initiative publique et l'initiative privée. Le projet était très intéressé à maintenir la structure sociale de la population. La préservation de la structure sociale de la population de la Casbah est l'une des pierres d'achoppement dans la réhabilitation de ce site classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Mais les difficultés vont bien au-delà, selon les experts, qui parlent d'absence de vision globale. La question de la Casbah d'Alger, les contours du projet sont flous, parce qu'il n'y a pas de projet Casbah. Il y a un plan de sauvegarde, mais il est sans vision, sans projet. Personne ne nous a dit la Casbah dans 20 ans, voilà ce que ça va devenir et ce que ça doit devenir. Donc on est en train de s'intéresser à une échelle petite qui est l'échelle de la restauration, alors qu'on a ignoré l'échelle macro, qui est celle de la Casbah, un quartier dans la ville d'Alger. La réunion, qui sera ponctuée de débats et de tables rondes, durera jusqu'au 23 janvier.
Et la Casbah d'Alger, entre expériences passées et perspectives futures, il en est question, cultureclub@1tv.dz. On va dire bonsoir à notre 5e invité, qui n'est autre que l'Arabie Melhoum. Bonsoir. Bonsoir. Une réunion internationale d'experts sur la conservation et la revitalisation de la vieille cité d'Alger. C'était pratiquement, j'allais pratiquement dire, une façon d'éveiller les consciences. Il fallait réellement qu'il y ait une rencontre, des journées internationales. On est au courant, on est conscient de tout ce qui se passe depuis une trentaine d'années. Qu'a apporté réellement ces journées internationales ? Alors, ces journées internationales ont montré une chose, c'est que la revitalisation de ces tissus anciens passe par leur intégration dans la ville, dans les villes où elles sont. Je veux dire, Barceloneta, à l'occasion des manifestations internationales qui se sont faites à Barcelone, à partir de cet élan d'investissement, s'est remise à vivre et on a trouvé les moyens de... Et je pense que dans tous les quartiers, ces quartiers-là sensibles, c'est autour d'un projet beaucoup plus grand que les choses ont pu se faire. C'est-à-dire il faut regarder la Casbah comme étant un quartier d'Alger. Ce n'est pas une espèce de zone franche, une espèce de ghetto, de culture, tu vois, qui n'a... Vous voulez dire qu'on est réellement dans cette vision aujourd'hui? Un petit peu. Moi, je pense que tant que la Casbah ne pourra pas produire sa richesse, on ne peut pas subventionner définitivement des murs, je veux dire. Moi, contribuable, je ne peux pas accepter qu'on subventionne définitivement des étés et des murs. Il faudrait que la Casbah retrouve une forme de dignité à travers une capacité à produire de la richesse. Pourquoi vous parlez seulement d'une forme et non pas de dignité tout court? Parce que je suis un type sensible et poli. Voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, les gens de la Casbah ont l'impression de tendre la main. Oui. Et les gens qui ne sont pas de la Casbah ont l'impression de donner de l'argent pour rien. C'est ça. C'est-à-dire de financer un projet, enfin financer une restauration de murs. Moi je pense qu'il faut d'abord qu'on regarde la Casbah comme étant un quartier d'Alger, avec les problèmes qu'il a, les solutions qu'il offre. Je dirais même plus, au risque de choquer mon ami. Abdelwahab Zeggar. S'il faut... C'est comme s'il avait un problème rénal, il faut une dialyse pour cette Casbah. Le sang ne circule pas. S'il faut changer de sang, il faut le changer. S'il faut ouvrir de nouvelles perspectives, il faut les ouvrir. S'il faut profiter de ces endroits qui sont tombés pour recréer une autre forme d'échelle à la Casbah, raccordée à la ville, il faut le faire. Le regard patrimonial qui regarde uniquement vers le passé en essayant de reconstituer un passé qui ne sera pas, me pose un problème du point de vue théorique. Après, on a un sérieux problème du point de vue des acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a vu les exemples Hado, c'est les maires qui gèrent la question. Le maire comme étant un élu qui doit rendre compte, qui doit gérer des deniers publics et il a la capacité de décision, de tout type de décision sur son territoire. Aujourd'hui, la Casbah a été gérée pendant 20 ans par des secteurs qui sont étanches. Pendant longtemps, ça a été le domaine du ministère de la Culture. Aujourd'hui... C'est ce que disait Walid Benatia. Il y a malheureusement pas il y a un manque d'intersectorialité terrible. Il y a des architectes restaurateurs qui sont agréés par le ministère de la Culture. Il y a des architectes comme moi qui n'ont pas accès à la Casbah parce que je n'ai pas le titre pour. Il y a quelque chose dans cette espèce de compartiment étanche qui a fait que le courant ne passe pas. Parce que la RAL... Mais tous, un jour ou l'autre, vous avez travaillé en tant qu'architecte urbaniste sur cette vieille cité. C'est la raison pour laquelle nous vous avons tous réunis ce soir. Moi, le problème de la Casbah, ce n'est pas un problème de pièces détachées. Aujourd'hui, on essaye de faire un moteur avec des pièces détachées. Mais on n'a pas le plan. Aujourd'hui, il faudrait... C'est bien que les choses soient passées sous la coupe du Wali. Ça fait déjà... une espèce de plateforme un peu plus horizontale, de concertation, mais il faut régler des problèmes sérieux qui sont d'ordre juridique. Je veux dire, tu as des squatteurs, tu ne peux pas dépenser de l'argent public sur du domaine privé, il faut voir comment est-ce qu'on peut reconstituer des réserves foncières, refaire jouer le droit de préemption ou les biens sans maître. Il faudrait que l'argent public soit dépensé dans un circuit traçable. Je vous pose une seule question et je la pose à mon ami Zekar. Si cet argent-là était l'argent d'une banque, oui, il faut pour dépenser un dinar, faire un plan.
faire une étude de faisabilité, faire une étude de retour sur investissement, définir les acteurs, définir les échéances parce que tu as des intérêts qui courent, identifier les propriétaires, je pense que les choses auraient pris un autre chemin parce que le mode de financement induit un mode de performance. Donc tant qu'on dépense uniquement de l'argent public et qu'on n'a pas ni la culture, ni le dispositif institutionnel pour ça, ni tous les petits détails de texte, ça, en même temps c'est de la liberté, mais en même temps c'est de la lourdeur et c'est parfois... C'est incapacitant pour un certain nombre d'acteurs. Abdelwahab Zeghar, avant d'aller vers les questions des téléspectateurs. Ça ne me choque pas du tout ta vision sur ce que devrait être la Casbah. On n'a jamais été contre qu'il y ait des projets moteurs pour reconnecter vers l'extérieur de la Casbah, mais aussi pour donner vie à l'intérieur aussi. On n'a jamais été contre. D'ailleurs, si tu vois le plan, et si tu vois le règlement, et tu vois la carte des prescriptions qui accompagne le règlement, il y a des zones où il est prévu l'injection de nouvelles fonctions, de nouvelles structures. Il y a des normes, il y a juste des normes à respecter. Il y a une espèce de balisage, de gabarit, de choses qu'il faut respecter pour une raison ou une autre. Enfin, les spécialistes ont leur raison. Ça se discute. À Arles, par exemple, vous circulez le long de la rue qui longe le théâtre, vous avez la façade médiévale, enfin ancienne, et pour rentrer à l'intérieur, c'est du verre, du métal, du... Est-ce que ça, c'est discutable? Non, c'est jouable. Pourquoi? C'est jouable, c'est très jouable. Le plan de sauvegarde, Walid Benatia. C'est un outil. Le plan de sauvegarde ne peut pas être un frein à la création. Et n'est pas un frein. Et ne doit pas être un frein. Et ne doit pas être un frein à la création. Pas du tout. La dualité architecture contemporaine et patrimoine, aujourd'hui, je pense qu'on est en 2018, ne se pose même plus. Ne se pose même plus. Et entre nous, on peut discuter de tout ça, et entre architectes qualifiés et architectes non qualifiés qui est là pour la création, il faut que ce discours se mette en place. On est un pays jeune, et c'est des choses qui se sont mises très très tard, même dans les pays européens. En France, la première fois où on a commencé à discuter de cette problématique, c'est en 98. En 98, où là, on a jumelé les deux grandes directions, qui est la direction du patrimoine, qui est la direction du patrimoine et la direction de l'architecture. Par contre, les deux directions étaient rattachées dans un seul ministère qui est la culture. Donc, création ne peut pas prendre le pas sur le patrimoine, et le patrimoine ne peut pas. Mais on a parlé des cas de réhabilitation des centres historiques de Rio, de Palestine, d'Espagne, de Cuba. On a parlé de beaucoup de cas de réhabilitation des centres historiques. Hein. Très brièvement... Non, j'y viens. Tu m'as coupé. J'ai juste démarré pour lui dire que je ne suis pas fâché. Non, si on lit bien le plan, on lit bien le règlement, on voit bien... Non, c'est l'Arabie qui vous a interrompu, hein, pour une fois. Oui, la carte de prescription, c'est pas interdit. C'est pas interdit ce qu'il dit. Pas du tout interdit, il y a juste un balisage. Maintenant, je suis content parce que vous avez fait un tour de table et chacun d'entre nous a évoqué un aspect des aspects, à la sociologie, à le futur, à le patrimoine. Mais c'est pour ça qu'on vous a réunis tous sur un seul et même plateau. C'est bien. C'est-à-dire qu'il faut finir la boucle pour comprendre. Peut-être qu'il faut encore cette problématique, cette équation, plusieurs un deuxième tour, un troisième tour pour aller dans les profondeurs.